Ce que je vous propose, c'est de reprendre la parole un petit instant pour vous présenter rapidement comment s'est déroulée l'étude, quels sont les partis pris méthodologiques, parce que voilà, il faut aussi pouvoir faire un détour par là, que l'on a mobilisé dans le cadre de ce projet. Et puis je laisserai ensuite la parole à Eva pour vous présenter les résultats de la recherche qui a été menée sur les 5-6 derniers mois. Donc, voilà, ça, vous le savez, je pense. L'étude porte effectivement sur la construction des liens parents-enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Sur le département du Pas-de-Calais, de par le GESAD qui a été partenaire dans ce projet. Juste plusieurs éléments que je voudrais pouvoir vous rappeler. Le premier, c'est que la construction des liens familiaux, on pourrait vraisemblablement la travailler ou la questionner par plusieurs prismes. Le prisme sociologique, le prisme psychologique, ethnographique, historique. On a un certain nombre de disciplines de sciences aujourd'hui qui nous permettent d'aborder cette question. Dans le cadre de cette étude, on a fait le choix d'avoir une entrée sociologique, donc qui est un choix méthodologique qui est assumé. On aurait pu avoir aussi, en mobilisant d'autres approches, on pourrait avoir d'autres éléments qui pourraient venir compléter les résultats qui vont vous être présentés ce matin. Vous dire également qu'on a plusieurs modalités d'accompagnement des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et de leurs parents. On a notamment l'accompagnement en maison d'enfants, on a les centres maternels, on a les dispositifs et les modalités d'accompagnement à domicile, on a également les mesures éducatives en milieu ouvert. On a comme ça pléthore de modalités d'accompagnement et il nous a fallu dans cette étude aussi faire des choix parce qu'on ne pourrait pas tout étudier. Donc on a fait le choix de travailler à la fois cette question de la construction des liens en maison d'enfants à caractère social et dans le cadre d'un accompagnement à domicile. Je ne vais pas donner du travail tout de suite, mais voilà, une des suites de cette étude pourrait aussi d'être de se questionner sur la manière dont se construisent les liens familiaux dans les centres maternels ou dans les accompagnements auprès des familles d'accueil. Ça pourrait être éventuellement 2 autres pistes de travail. Vous dire que dans la manière dont on a construit ce projet et dont on a collaboré, on a mis en place un comité de pilotage qui était constitué de l'URIOPS, du GESAD, de l'Université de Lille et des 2 étudiantes qui ont réalisé l'étude, qui s'est réuni plusieurs fois depuis novembre avec une mobilisation assez forte et dynamique. Et ces comités de pilotage ont aussi été, pour les étudiantes et pour l'ensemble des collaborateurs, des points d'étape pour, au besoin, réajuster aussi la démarche et puis élaborer certaines pistes, peut-être à aller creuser, certaines hypothèses, à aller questionner davantage. Les étudiantes qui ont réalisé cette étude ont été en stage de janvier à fin mai environ et elles ont été conjointement accompagnées par l'URIOPS, par l'université, mais aussi par le GESAD, puisque bien évidemment, pour pouvoir réaliser cette étude, elles ne sont pas restées dans nos locaux et elles se sont rendues auprès des familles, auprès des enfants, dans les structures pilotes qui ont été choisies pour réaliser cette étude. L'ambition de cette étude, c'est bien de questionner toutes ces notions qui ont été présentées auparavant, de lien, de famille, de parentalité, et puis de donner à voir dans quelle mesure et de quelle manière est-ce qu'un placement à l'aide sociale à l'enfance peut ou pas influer sur la construction des liens familiaux. C'est aussi la possibilité de questionner quelle posture des professionnels, quelles pratiques professionnelles mises en œuvre par rapport à cette thématique et éventuellement d'aller jusqu'à identifier des freins ou en tout cas des leviers sur lesquels s'appuyer pour faire en sorte que les liens familiaux continuent ou puissent être construits dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Le parti pris que l'on a eu, c'est de faire une approche qualitative et non pas quantitative. Donc je les ai pas fait. Elles ont réalisé une trentaine d'entretiens semi-directifs auprès de parents, d'enfants, de professionnels, et elles ont aussi pu réaliser des observations en se rendant sur site. Vous dire également qu'on a de ce fait-là, donc le GESAD, c'est une dizaine d'établissements dans le département du Pas-de-Calais. Là encore, il nous a fallu faire des choix pour les sites pilotes. On a pris le parti d'avoir 4 établissements qui étaient assez diversifiés et dans leur organisation et aussi dans leur pratique et dans leur inscription géographique pour essayer d'avoir en tout cas une diversité associative la plus marquée possible qui nous permette d'avoir des constats les plus généraux, même si là on reste sur un échantillon peut-être limité mais qui n'enlève rien en tout cas aux pistes qualitatives qui pourront être développées par Eva par la suite. Vous dire également qu'on a souhaité, c'est pour ça qu'on s'est entouré de l'Université de Lille, avoir une rigueur méthodologique dans les travaux qui vont vous être présentés pour
s'éviter d'aller sur une approche empreinte de préjugés ou d'idéologie, mais de rester bien sur un versant scientifique. Néanmoins, on est conscient, comme dans toute étude, que notre étude peut avoir des biais, ce qui n'enlève rien en tout cas à l'intérêt de pouvoir aller au bout de la démarche. Parmi ces biais, je vais peut-être vous en donner 2-3 pour qu'on puisse bien avoir cette idée en tête. La première est que le territoire, je vous l'ai dit, est circoncis sur 4 sites pilotes sur le territoire du département du Pas-de-Calais. On pourrait imaginer peut-être des résultats quelque peu différents sur d'autres territoires auprès d'autres établissements. Mais là, je le pose vraiment en termes de questionnement parce qu'on n'a pas de moyens méthodologiques de le vérifier aujourd'hui. En tout cas, on a fait cette démarche qualitative en essayant d'être le plus exhaustif possible. Vous dire aussi qu'on est allé interroger des familles et des enfants. On avait peut-être quelques interrogations au début de notre recherche en disant interroger les enfants, ça va peut-être être compliqué, on va peut-être pas y arriver, qui finalement, mais Eva me contredira si je dis des bêtises, mais qui a priori ne se sont pas vérifiés avec des enfants qui ont pu, en tout cas, dire ce qu'ils avaient à dire a priori et qui ont pu prendre part à cette démarche. Et puis, on a aussi été interroger des familles sur la construction des liens familiaux en protection de l'enfance. Et donc, quelque part, de fait, même si on a cherché une diversité dans les profils des familles que l'on a interviewées, on a quand même vraisemblablement de fait des familles avec lesquelles la relation se passe plutôt bien ou pas trop mal. Donc ça aussi, voilà, certains d'entre nous diront, on a aussi des familles qui sont peut-être les plus collaborantes. Voilà, ce qui n'empêche pas que les propos ont pu parfois être empreints de déception ou parfois de critique, parfois de colère, parfois à l'inverse des propos qui étaient valorisants, peut-être trop avec des parents voilà, qui voyaient les éducateurs de leurs enfants aussi comme des modèles. Donc il nous a fallu aussi tenir compte dans la restitution, enfin il a fallu à Eva tenir compte dans la restitution de points de vue des parents et de ressentis qui pouvaient être évoqués, qui devaient aussi être analysés et qui nous donnent un certain nombre d'éléments et de préconisations par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur l'aspect méthodologique et recherche pour planter un petit peu le décor. Effectivement, donc je vais laisser Eva présenter les éléments de la recherche qui sont autant de pistes de travail à mettre en discussion de la même manière que ce qu'on a fait sur la première partie de la matinée. Et puis, parce que j'éviterai de reprendre la parole aussi à chaque fois, vous dire aussi que ce projet finalement c'est une première étape parce qu'on a ces éléments de recherche aujourd'hui avec un certain nombre de pistes qui vont nous être proposées. Et l'idée que l'on a en tout cas avec le GESA de l'URIOP, c'est aussi pouvoir continuer ce travail dans une logique de recherche-action en disant on va avoir un certain nombre de pistes peut-être à essaimer, à innover ou de nouvelles manières de penser, des réflexions peut-être à mener par la suite que l'on aimerait pouvoir développer voilà, à la suite de cette première restitution. Donc on est là dans la première phase d'un projet qui, on l'espère, pourra nous amener à avoir des accompagnements plus éthiques encore et plus de qualité encore auprès des enfants et auprès des familles de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, je laisse la parole à Eva pour la présentation des résultats. Alors, merci Elodie. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Eva Chantraine. Je suis en première année de master d'intervention et développement social à l'Université de Lille. Je me permets de prendre quelques secondes pour remercier Elodie et l'ensemble des équipes de l'URIOPS pour leur accueil et leur confiance, autant que Vanessa Stettinger pour son suivi tout au long de cette enquête, ainsi que bien sûr le GESAD pour nos riches échanges lors des différents comités de pilotage. Donc j'ai fait le choix de commencer cette présentation par une monographie d'une famille que j'ai pu rencontrer au cours de l'étude. Je tiens à préciser que tous les noms que je vais citer lors de cette présentation ont été modifiés pour conserver bien sûr l'anonymat de chacun. Cette monographie a été reconstituée à partir d'un entretien réalisé avec un enfant, Lucas, et de sa mère, Laetitia. Tous les deux ont été rencontrés dans les locaux d'une des associations qui ont servi de terrain pour l'enquête. À partir de cette monographie, je mettrai en exergue plusieurs thématiques communes aux autres enfants et parents rencontrés dans le cadre de cette étude. Ce sera dans une seconde partie de ma présentation. Puis, je vous proposerai, pour finir mon allocution, des pistes de réflexion soulevées au fil de cette enquête.
Donc Laetitia et son fils Lucas. Lucas est âgé de 14 ans. Il est le cadet d'une fratrie de 4 filles et un garçon, âgés de 19, 22, 23, 25 et 28 ans. Et il est aussi l'aîné d'une fratrie de 4 petits frères et sœurs. Laetitia, sa mère, pointe la survenue de difficultés dans l'éducation de Lucas suite à la séparation d'avec son mari. Les parents de Lucas se sont séparés lorsque Lucas était petit, âgé d'environ 4 ans, et sa mère, Laetitia, avait alors changé de logement. D'après Laetitia, Lucas, me dit-elle, ne comprenait pas tellement, et en vieillissant, ça a été vraiment très dur. Lucas, entre 2 sphères familiales, a du mal à trouver sa place, et il me dit « Quand je vais chez ma mère, je suis le plus petit, quand je vais chez mon père, je suis le plus grand. J'arrivais vraiment pas à me stabiliser avec ça. » Mère au foyer, Laetitia élève donc seule ses 6 enfants et éprouve des difficultés à répondre aux besoins d'attention de Lucas, qu'elle me dit plus importants que ceux des autres, puisqu'il est plus petit que ses autres enfants, les écarts d'âge avec le reste de la fratrie allant de 5 ans à 14 ans. À l'école, Lucas se bagarre beaucoup. Il est beaucoup convoqué, il est beaucoup exclu. Ses comportements sont repérés par une assistante sociale qui se saisit de la situation. Et à la maison, Lucas, qui est alors âgé de 10 ans, manque de respect à sa mère, joue aux jeux vidéo toute la nuit, passe presque tout son temps enfermé dans sa chambre. Et Laetitia me dit, parfois, il prend son assiette et il va la manger dans sa chambre. Et moi, quand je vais le voir pour lui dire « viens manger à table », il refuse, il ne vient pas. Laetitia est comme démunie face à cette situation. Une autre assistante de service social, que j'ai appelée Madame Beglot, prend le relais lorsque Lucas poursuit sa scolarité au collège. C'est elle qui propose à la mère, Laetitia, de placer Lucas en famille d'accueil pour pallier les carences éducatives de Laetitia et que soient apportées à Lucas des règles de vie et un cadre d'autorité. Laetitia est d'accord. Elle trouve que cette solution est la bonne et elle confie « De toute façon, moi, j'avais déjà eu un souci comme ça avec ma première. Ma première, elle va avoir 18 ans maintenant et c'est vrai que, depuis toujours, elle m'a fait la galère. » La plus grande de ses filles a en effet été placée dans plusieurs foyers durant plusieurs années et a réalisé même un séjour de rupture. Ces séjours qui éloignent les adolescents en crise de leur milieu social d'origine pour les confronter à d'autres cultures et provoquer une prise de conscience. Le placement de Lucas en famille d'accueil ne dure que 3 mois, car il ne se plaît pas dans ce type d'accueil, sans pour autant savoir vraiment expliquer pourquoi. Il retourne alors quelques jours, quelques semaines, me disent-ils, au domicile avant d'être placé en maison d'enfants, à moins de 5 km de chez sa mère. Dans cet univers collectif, il adopte le rythme de vie de tous. Là, il a des règles que sa mère n'arrivait pas à lui mettre à la maison. Dans ce foyer, les travailleurs sociaux lui parlent de la possibilité de mettre en place un dispositif d'accompagnement en retour en famille. Saisi par l'opportunité, Lucas se profile un horizon proche de retour en famille, mais celui-ci n'arrive pas, car, lui dit-on, il n'est pas prêt, il lui reste du travail à faire. Lucas est très déçu, il se dit trahi, il perd confiance en l'adulte. Les droits de visite et d'hébergement sont partagés entre sa mère et son père, divorcés, à raison d'un week-end sur 2. Chez son père, les week-ends ne se passent pas très bien, Lucas y va de moins en moins. Lorsqu'il est chez Laetitia, elle est invitée à, me dit-elle, lui faire les mêmes règles qu'au foyer. Par exemple, au foyer, il n'avait pas le choix, il devait faire son lit. Alors ici, moi, je devais lui dire « Lucas, il faut que tu fasses ton lit ». Dans cet éloignement quotidien, Lucas et Laetitia entretiennent une relation presque quotidienne au travers d'appels téléphoniques réguliers. Lucas reste en fait 1 an et demi dans ce foyer pour en sortir à 13 ans, l'âge limite d'accueil des garçons dans cet établissement. Puis, accueilli dans une autre structure gérée par une autre association, Lucas me dit qu'il peine à s'ouvrir à l'équipe éducative, car, je le cite, « Dans mon ancien foyer, je leur avais fait gagner ma confiance.
Et ils m'ont dit qu'on allait avoir un DARF, dispositif d'accompagnement en retour en famille. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Du coup, arrivée à la 2e maison d'enfants, j'ai eu du mal à reparler aux adultes. Son éducatrice référente, Martine, prend le temps de lui expliquer clairement les choses. Un DARF sera mis en place, certes, mais pas tout de suite. Lucas doit changer, améliorer son comportement. En fait, il m'explique, le problème, c'est que j'étais pas sage. Il reste dans ce foyer 1 an et demi, de plus, pour rentrer au domicile de sa mère à la fin de l'année 2018. Laetitia trouve que Lucas, à son retour, a changé. Il est plus calme, me dit-elle, il fait plus des crises comme avant. Elle trouve aussi que leur relation a changé. Mais il reste encore des choses à améliorer, selon Lucas et selon sa mère, à la maison, dans leur relation entre deux. C'est ainsi que le retour de Lucas au domicile de Laetitia est accompagné par une mesure d'accompagnement au retour en famille, sous décision du juge que la famille voit tous les ans. Une fois par semaine, une éducatrice vient à la maison, passer quelques heures, ou bien elle vient chercher Lucas pour faire une sortie. Laetitia applique les conseils et outils qui lui sont proposés pour l'éducation de son fils. Laetitia et Lucas sont accompagnés par les éducateurs qui les incitent à travailler un cadre, des horaires et des règles à la maison, ainsi que surtout leurs relations, qui nécessitent davantage de communication. Laetitia me dit « Il nous reste encore à discuter un peu plus, à discuter de ce que l'on fait tous les jours. » Voilà, donc les divers éléments qui ont été soulevés dans cette monographie concernent plusieurs thématiques. Bon, il y en a beaucoup, mais parmi elles, la séparation du couple parental, la visibilité sociale de la famille, le lien avec les services sociaux qui n'est pas nouveau, l'aide de Laetitia par les professionnels dans l'éducation de son fils. Ces thématiques, je vais les présenter au sein de 3 grands thèmes généraux qui seront complétés par d'autres, qui recouvrent l'exercice du rôle de parent. Je suis désolée pour le PowerPoint qui a foiré. L'exercice du rôle de parent, la pratique parentale que le placement travaille, et enfin l'expérience familiale du placement. Pour illustrer mes propos, je vous ai noté des verbatims sur le PowerPoint que j'espère vous arriverez à lire. Et donc je vais commencer avec ma première partie. Donc l'exercice du rôle de parent. Il peut se comprendre comme la responsabilité parentale vis-à-vis de son enfant. Je vais aborder 3 thématiques. La première, la visibilité sociale des familles, puis l'entrée du social dans la vie familiale, et enfin les rôles et places de chacun dans cette sphère familiale. Bernadette Tillard, sociologue et anthropologue, a soulevé la question de la proportion de familles populaires la proportion importante de familles populaires parmi les familles qui font l'objet d'une mesure de protection à l'aide sociale à l'enfance. Elle développe l'idée que, si les familles populaires sont davantage concernées par ces mesures, c'est en partie en raison d'une visibilité sociale plus importante qu'ils auraient dans la société. Ou bien, si on renverse la perspective, il s'agirait de dire que peut-être les familles les plus aisées, elles, disposent davantage de moyens pour préserver leur intimité. Mais cette différence ne peut pas se limiter à cette idée. Cette différence entre les classes sociales en ce qui concerne la vigilance des services sociaux vis-à-vis des familles s'explique aussi par un cumul de difficultés vécues par ces familles. Les familles que j'ai pu rencontrer font pour certaines l'objet d'un regard porté sur leur comportement par les institutions et par le monde social de manière générale. Pour Laetitia, c'est surtout l'école qui a pointé les difficultés de la famille et qui a justifié une intervention sociale. Patricia, que j'ai rencontrée aussi, la mère de Gaël, qui a 16 ans et qui est placée en maison d'enfants, quant à elle, a été mise en relation avec les travailleurs sociaux suite à des signalements réalisés par le voisinage, qui entendait très souvent des cris et des conflits. Pour Karine, la mère de Louise, qui a été accompagnée par le dispositif d'accompagnement en retour en famille, c'est un cumul de ces visibilités,
plusieurs informations préoccupantes suite à des signalements du voisinage et des absences scolaires très répétées de sa fille Louise. Concernant l'entrée du social dans l'intimité familiale, pour certaines familles, la présence du social dans l'intimité familiale n'est pas inédite, elle n'est pas nouvelle. Certains parents dont les enfants sont actuellement placés en établissement comme à domicile ont été eux-mêmes placés dans leur enfance. C'est le cas, pour citer quelques exemples, de Karine, la mère de Louise, qui a été placée 1 an à l'adolescence pour des problèmes, me dit-elle, judiciaires. C'est le cas aussi de Philippe, placé plusieurs années lors de son enfance. Et c'est le cas aussi de la mère de Théo, une ancienne enfant placée. Plus largement, la plupart des familles rencontrées étaient déjà en lien avec des professionnels du social et du médico-social avant que leur enfant ne soit placé. L'entrée des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance au sein de la sphère familiale aboutit à des ressentis différents des parents vis-à-vis de l'intervention. Pour certains parents, il s'agit d'une contrainte. Célia, la belle-mère de Yannick, qui est accompagnée par le dispositif d'aide au maintien à domicile, relate comment l'incidence de l'intervention sur leur quotidien complique ce dernier. Pour d'autres, l'intervention est perçue comme une aide éducative dont les bénéfices sont perceptibles, comme en témoigne Laetitia. Pour d'autres encore, certaines modalités de l'accompagnement semblent incohérentes. C'est le cas de Pascal et Valérie, les parents de Laurane, une jeune de 13 ans qui est accueillie en maison d'enfants, qui ne comprennent pas l'invitation qui leur est faite de changer leur façon de faire avec leur fille. Après tout, ils ont été les parents de Laurane au quotidien pendant plus de 10 ans. Je vais aborder la question des rôles et places de chacun dans la famille, en précisant d'abord que l'occupation d'une place au sein d'un groupe familial n'a rien d'une donnée naturelle. Lucas me relate comment il a éprouvé des difficultés à cause de la double place qu'il occupe dans sa fratrie du côté de sa mère, où il est le plus petit de la fratrie, et dans sa fratrie du côté de son père, là où il est le plus grand. Laurane et ses parents Pascal et Valérie sont un autre exemple. Laurane a 2 sœurs, et lorsque les 3 filles habitaient encore au domicile familial, Valérie, la maman, jouait, selon les dires de chacun, davantage un rôle de copine plutôt que de maman. Pascal était alors dans une posture complexe, puisqu'il n'assurait pas seulement un rôle de père dans le foyer familial. Ce rôle de mère plutôt que d'adolescente, Inaya, 17 ans, placée en maison d'enfants, l'a eu aussi dans sa famille avant d'arriver ici. Durant son enfance, lorsqu'elle était encore au domicile familial, Inaya assumait la quasi-totalité des tâches ménagères à la place, dit-elle, de sa mère. Ces rôles et places de chacun dans la sphère familiale, lorsqu'ils ne correspondent pas aux normes sociales des rôles à jouer au sein d'une famille, sont pointés comme des défaillances. Mais au-delà du jugement social qui peut être porté à leur égard, ces problématiques de rôle et de place de chacun peuvent être, dans la cellule familiale, source de difficultés et de conflits. Du moins, c'est de la sorte qu'ils sont identifiés par ceux qui sont concernés par l'intervention sociale et que j'ai rencontrés dans le cadre de l'étude. Je vais passer à mon deuxième point concernant la pratique parentale qui est travaillée par le placement. Avec un premier point qui concerne l'inscription de la relation dans un espace-temps contraint. Les rencontres entre parents et enfants qui se réalisent au regard des droits de visite et d'hébergement dont ils disposent sont des moments où justement le lien est rendu vivant et où la relation se développe. Les rencontres telles que les visites médiatisées ou alors les ateliers de parentalité se déroulent en dehors du domicile familial et en dehors du foyer où peut être placé l'enfant, ou de la famille d'accueil d'ailleurs, c'est-à-dire, comme d'après les termes de Pascal, le père de Laurane, en terrain neutre.
Ce terrain neutre, ou plutôt extérieur à la famille, puisqu'après tout il appartient à l'institution, permet aux individus de se retrouver pour essayer de nouer d'autres liens, petit à petit. C'est le cas de Louise, qui voyait, lorsqu'elle était placée en maison d'enfants durant 6 mois, sa mère, une fois par mois, et seulement sa mère, pendant 3 heures, dans le cadre d'un atelier de parentalité, accompagnée par une thérapeute familiale. Plus globalement, les rencontres dans le cadre de visites permettent d'entretenir la relation. Pour Valérie et Pascal, les parents de Laurane, les rencontres entre les parents et leur enfant sont des moments privilégiés qui doivent avoir du sens. Pour eux, voir son enfant durant 1 heure, lors d'une visite qui est médiatisée, dans une petite pièce, assis autour d'une table, fige la relation et lui enlève toute spontanéité. Elle peut aussi être source d'un sentiment de contrôle. Pascal me raconte comment la posture de la professionnelle qui est présente est à ses yeux trop intrusive, interrompant les dialogues et dictant presque parfois les propos entre chacun. Je le cite. « Quand j'explique quelque chose à Laurane, on me dit « Non mais vous savez, vous n'avez pas à lui dire ça. Vous êtes là en visite, vous êtes là pour discuter, pas pour expliquer ceci ou bien cela. » Et sa femme, Valérie, ajoute « C'est vraiment pas contre les filles. Mais c'est vrai que les voir 1 seule heure, c'est hyper court. Et puis voilà, c'est pas un endroit où on est à l'aise. » Si certains parents se sentent mal à l'aise lors des visites, pour Laurane, par exemple, la fille de Valérie et Pascal, la présence d'un professionnel qui médiatise la rencontre la sécurise, puisqu'ils sont là, comme elle me le dit, pour voir s'il n'y a pas de dispute. Les retours en famille les week-ends sont d'autres temps où la relation s'active, font que enfants et parents permettent de retrouver un semblant de quotidien et de faire perdurer des plaisirs partagés auparavant. C'est le cas notamment de Gaël et de sa mère. Ces visites permettent aussi d'entretenir des liens plus larges avec des personnes qui gravitent autour de l'enfant, la famille, les voisins, les amis. Théo, qui a 14 ans et qui est placé en maison d'enfants, a gardé un lien important avec l'entourage de sa mère. Lorsqu'il rend visite à sa mère, elle n'est pas la seule personne qu'il vient revoir. Concernant l'accompagnement de la relation par des dispositifs et des outils. Dans la prise en charge de l'enfant et dans son intérêt, le travail avec les parents occupe une place importante. Associer les parents nécessite néanmoins des moyens et des outils, et aussi pour certains professionnels, leur formation leur semble peu étayée et cela justifie l'orientation vers des formations continues. Donc je vais diviser cette partie en deux points puisqu'elle est assez étoffée. Et dans un premier point, je vais aborder la question de la formation et dans un deuxième, celle des moyens et des outils. Pour les professionnels, en effet, associer les parents à la prise en charge de l'enfant, c'est d'abord respecter leur place de parents. Christiane, éducatrice, explique en ce sens que, je cite, « ça fait partie des missions de l'établissement d'aller chercher la coopération des parents. Effectivement, de toute façon, nous, on ne met jamais un parent en retrait parce qu'on aurait envie de le faire. On essaye effectivement de le remettre à chaque fois dans sa position de responsable légal et puis du coup, de lui redonner un rôle, aussi parce que c'est jamais évident quand on est séparé physiquement. On sent parfois, du coup, qu'ils sont désarmés et démunis de tout. Il y a donc un enjeu qui réside autour de cette prise en compte des parents dans le placement. Pour Émilie et pour Martin, qui travaillent dans un service de DMAD DARF, l'adhésion des parents aux modalités de l'accompagnement est fondamentale, puisqu'elle est la clé de l'accès à la famille. Parce que les parents, s'ils n'adhèrent pas, je les cite, les enfants, automatiquement, ils n'adhèrent pas non plus. Ils sont en difficulté pour adhérer. C'est compliqué pour eux de téléphoner ou d'être présents en rendez-vous, alors qu'ils sont chez leurs parents.
Anna, éducatrice en maison d'enfants, tient les mêmes propos. On a, me dit-elle, des familles qui sont contre les services sociaux, qui jouent contre nous. Il y a un conflit de loyauté des fois. Donc là, l'enfant, dans ces situations-là, il rejette complètement l'éducateur parce que maman, elle a dit qu'on était méchant. Les professionnels rencontrés dans le cadre de l'enquête s'accordent à dire que le travail avec les familles est un élément fondamental dans le placement de l'enfant. Les professionnels sont issus d'une formation en travail social, moniteur éducateur et éducateur spécialisé, initialement suivis. D'après les enquêtés, si des approches théoriques de l'enfance sont abordées, les familles, elles, ne le sont pas vraiment. Anna, éducatrice en maison d'enfants, se souvient que, je la cite, « On a étudié les lois qui prévoient qu'on travaille avec la famille et avec l'enfant, que l'enfant soit placé au centre du projet, mais qu'il y a aussi la famille. On a beaucoup en fait sur l'enfant, la psychologie, l'accompagnement à la scolarité, la place de l'enfant dans la famille. Mais sinon, la famille en soi, non. » Ainsi, des professionnels qui interviennent à domicile ont appris sur le tas et valorisent leur expérience professionnelle passée dans les groupes des maisons d'enfants. C'est le cas de Martin, qui travaille actuellement dans un service de DMA des DARF, qui me dit, je cite, « Ça nous permet maintenant de décoder les fonctionnements des enfants. Quand vous avez travaillé avec des enfants quotidiennement, du lever au coucher, que vous voyez leur façon d'être, de se comporter, que ce soit dans la gestuelle, dans les mots, ça nous permet aussi d'avoir cette même lisibilité au sein des familles. » D'autres ont souhaité et eu l'opportunité de poursuivre une formation complémentaire pour élargir leur approche de la famille. Sabrine, éducatrice en maison d'enfants, affirme qu'après tout, le travail avec les familles, ça demandait quand même une formation bien spécifique. Bien entendu, cette formation à l'approche de la famille est variable selon la formation suivie et évidemment l'époque à laquelle elle a été réalisée. À propos des moyens et outils au profit du travail avec les familles, en plus des approches conceptuelles de la famille, ce sont les moyens disponibles pour mettre en œuvre ce travail qui est interrogé. Corinne, éducatrice de jeunes enfants, nous explique que, je la cite, le groupe en maison d'enfants, il n'est pas fait pour pouvoir accueillir les parents. Et comment on peut gérer le parent et l'enfant et de gérer en plus les 12 enfants qu'il y a à côté? C'est très compliqué pour l'instant. Et je pense qu'on n'en est pas encore à se poser pour réfléchir et on n'a pas de lieu pour pouvoir les accueillir comme il le faudrait. Certains professionnels des maisons d'enfants ont des relations distantes ou sporadiques avec les parents qui se cristallisent autour de réunions de concertation ou de synthèse, des échanges téléphoniques, des rencontres informelles au sein de l'établissement. D'autres maisons d'enfants ont pu aménager des espaces de rencontre et surtout d'accueil des parents au sein de la structure. Ces espaces participent, disent-ils, à la réduction des formes de rivalité qui peuvent exister entre parents et professionnels. Ils sont aussi des lieux où la parentalité peut se pratiquer et être accompagnée dans sa réalisation. Quand des espaces sont dédiés à l'accueil des parents, les relations s'étoffent. Alors j'ai par exemple pu étudier un dispositif dans le cadre de l'enquête. Il s'agit d'un pavillon au sein d'une maison d'enfants, aménagé comme une maison classique. Alors il comporte une cuisine, un salon, une salle à manger, des sanitaires, tout ce qui compose une maison normale. J'ai utilisé le mauvais terme, oulala. Excusez-moi. Parents et enfants s'y retrouvent lors de temps de fin de journée ou de soirée, et de soirée d'ailleurs, pour partager des moments de vie, des moments de détente, d'aide aux devoirs pour l'enfant, de partage d'un temps de repas et parfois de sortie. Une éducatrice formée à la thérapie familiale est à l'origine de ce projet. Elle est présente lors de ces rencontres et sa posture change avec le temps. Lors des premières visites, elle fournit des conseils, indique des comportements, des choses à faire et des paroles à avoir. Les visites suivantes, très vite, elle s'efface, elle s'éloigne, elle laisse le parent mener la séance. Elle propose aux parents qui le souhaitent d'effectuer ces ateliers de parentalité, ainsi que des entretiens familiaux,
Et en ce sens, elle s'attache à travailler les relations et les interactions entre les membres de la famille et à travailler ces places et ces rôles de chacun qui posent problème. L'accompagnement des relations au domicile de la famille s'appuie également sur des outils qui servent à organiser le quotidien des familles concernées. Ce sont des plannings, par exemple, sur lesquels figurent des horaires ou alors des règlements pour, je cite, poser un cadre à l'enfant, comme me le dit Martin. Néanmoins, ces usages sont divers et les professionnels ont différentes approches selon leur formation, initiale ou continue. Certains sont des éducateurs qui ont une approche de la famille apprise sur le tas, d'autres ont complété leur approche par une formation à la médiation ou à la thérapie familiale. Et là aussi, l'intervention s'appuie essentiellement sur le dialogue, sur les conseils, qui concernent la relation entre les membres de la famille, et qui peuvent laisser aux parents et aux enfants certains espaces de liberté et de négociation. Mais les différences de pratique peuvent porter les parents à confusion. Pascal en témoigne. Il me dit « Par contre, quand on parle avec une autre personne, on a une autre version. Il y a des moments où on se perd. Quand on fait ce que l'un nous a dit la dernière fois, l'autre nous dit « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Alors à force, on ne sait plus. Et puis de toute façon, chacun a sa façon d'élever ses enfants. Je vais passer au troisième point sur les espaces de liberté investis. Puisque si les relations parents-enfants sont contraintes dans le temps et dans l'espace, et sont aussi accompagnées par des professionnels formés à diverses approches et employant certains outils, elles prennent aussi place dans des espaces de liberté. Certains parents et enfants contournent les droits qui leur sont alloués. Gaël donne par exemple rendez-vous à sa mère, qui dispose de droits de visite et d'hébergement les week-ends, à des moments où la visite n'est pas prévue. Par exemple, elle se retrouve sur les temps libres dont Gaël dispose lors de la semaine. Ces stratégies peuvent néanmoins questionner dans les cas où les parents ne disposent pas de ces droits de visite. D'autres parents et enfants utilisent les outils qui sont à leur portée pour construire les liens qu'ils souhaitent construire à leur façon à eux. Il s'agit des technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, les smartphones, dont presque chacun est équipé, et dont le contrôle par les professionnels pose problème, reste compliqué du moins. Émilie Potin, sociologue, a travaillé sur l'usage de ces médias sociaux numériques dans le cadre d'un placement en protection de l'enfance et sur la manière dont ils contribuent à diversifier les modalités d'expression des liens familiaux. Les échanges qui se déroulent au travers de ces usages constituent un continuum du lien dans la séparation. Lucas, lorsqu'il était placé en maison d'enfants, appelait régulièrement sa mère pour lui donner des nouvelles. Louise, qui a été placée pendant 6 mois en maison d'enfants, avait adopté les mêmes habitudes. Mais l'usage de ces outils est source de difficultés pour les professionnels qui interviennent, puisque, comme me l'explique Anna, je cite, « c'est de plus en plus compliqué. Malheureusement, on en vient à ne plus autoriser les portables, parce que c'est de plus en plus destructeur. J'ai un cas, là, par exemple, où les parents, ils se supportent pas. Et la gamine, elle doit choisir en permanence entre ses 2 parents. Elle a un téléphone et tous les jours, elle pétait un câble parce qu'elle avait eu telle ou bien telle nouvelle. » Concernant l'être parent en protection de l'enfance, on constate que certains parents se sentent requalifiés et d'autres, à l'inverse, disqualifiés. Les parents qui ont recours ou font l'objet d'une mesure de placement ont une identité impactée par ce placement. Certains des parents rencontrés relatent un sentiment de disqualification et de stigmatisation qui se joue dans l'interaction avec certains professionnels. Patricia, la mère de Gaël, explique clairement cette sensation. Je la cite. « Il y a des moments, je prends des sales réflexions. J'en prends plein la gueule, me dit-elle. Et souvent, je demande à venir avec un membre de la famille. Au début, je demandais à venir avec ma maman ou mon papa, mais on n'a pas le droit. Ça n'est jamais arrivé en 7 ans. J'aimerais avoir un tiers qui m'accompagne, qui me connaît.
J'ai même demandé à faire venir les TISF parce que ces dames-là, elles me connaissent, mais elles ne viennent pas. Ces relations sont très bonnes avec les techniciennes de l'intervention sociale qui interviennent lors des droits de visite de ces enfants. Elles se sentent respectées et confortées dans ce rôle de mère à leurs yeux. Mais à l'inverse, lors des réunions de concertation et des audiences, Patricia se sent disqualifiée, comme je viens de le relater. Ses paroles semblent finalement ne jamais valoir celles des professionnels. Les parents de Laurane, Valérie et Pascal, se situent eux aussi dans cette ambivalence vis-à-vis des travailleurs sociaux. Ils apprécient la place qui leur est donnée dans la maison d'enfants où est accueillie Laurane et la façon dont le partage des tâches parentales avec les éducateurs est possible. Valérie et Pascal se sentent, me disent-ils, considérés en tant que parents. Mais à l'inverse, lorsqu'ils rendent visite à leurs 2 autres filles lors de visites médiatisées, ils se sentent contrôlés et écartés de leur rôle parental. Deuxième point. L'intervention des professionnels au sein de la famille repose fortement sur l'adhésion de chacun à la mesure de placement et à ses modalités. Elle est à la base de l'édification d'une relation au mieux de confiance qui permet à l'accompagnement de se dérouler comme convenu. Dans le cadre d'un placement en maison d'enfants, c'est essentiellement la continuité éducative qui est en jeu, ainsi que l'acceptation du rôle de chacun des adultes autour de l'enfant. Mais il s'agit d'une dynamique plus large, puisque parents et enfants sont incités à faire ce qui fait l'objet d'une importante récurrence dans les entretiens que j'ai pu réaliser, un travail sur soi. Ce travail sur soi se réalise autant lors de placements en maison d'enfants qu'à domicile. Il s'agit pour certains parents et pour certains enfants de pallier à certaines de leurs problématiques afin d'en faire des sujets actifs et afin qu'ils se construisent en tant que sujets actifs et responsables, si l'on se réfère aux travaux de Didier Vrancken et Claude Maquet. C'est le cas de Pascal, qui a été orienté vers la réalisation d'une psychothérapie, suite à laquelle il explique ses défaillances parentales. C'est aussi le cas de Karine, qui, lorsque sa fille, Louise, a été placée, a décidé d'arrêter de boire et de trouver un travail. Les enfants, eux aussi, comme Lucas et Louise, ont été incités à travailler leur comportement pour que l'établissement leur propose de rentrer au domicile. Et Louise me dit « Quand j'étais à la maison d'enfants, ils ne voulaient pas que je retourne à la maison. J'ai dû faire toutes mes preuves pour leur prouver que je voulais changer. » Les interventions sur la relation entre parents et enfants visent à en faire des relations où l'on communique plus, où la relation à l'enfant est individualisée et équivalente aux autres membres de la fratrie, où le parent pose un cadre à l'enfant et incarne une figure d'autorité. C'est ce qu'explique Laetitia à propos de la mesure d'accompagnement en retour en famille actuellement en cours. Je la cite, « L'accompagnement en retour en famille, il accompagne l'enfant à avoir un cadre à la maison. Et aussi à ce que Laetitia communique davantage et qu'avec son enfant, il parle de leur journée. » C'est aussi ce à quoi travaillent Karine et sa fille Louise, incitées à développer des relations affectives. Louise me relate des ateliers de parentalité où l'éducatrice, me dit-elle, elle me disait de lui dire « je t'aime », plein de trucs comme ça, de faire des câlins, des bisous, des trucs comme ça, à me redonner confiance en moi et en ma mère. Célia, la belle-mère d'Alan, me cite les nouvelles manières de faire qui ont été apportées par l'intervention sociale et qui concernent, je la cite, la vie quotidienne, les tâches ménagères, tout ça. Et s'ils ne respectent pas, ces sanctions. 2 fois le règlement, à recopier, suppression de téléphone pendant 2 jours. Les professionnels rencontrés exposent ces éléments comme ceux qui prouvent, lorsqu'ils sont acquis par les parents, que leur intervention peut s'arrêter et que la famille est prête. Je vais maintenant aborder la question de la diversité des liens. Le placement, et notamment le placement en établissement ou en famille d'accueil, qui sépare l'enfant de sa famille d'origine pour le placer dans un autre groupe, met en jeu une diversité de liens. Des travaux de Nathalie Chapon et de Gérard Néran se sont intéressés aux liens affectifs qui se construisent en accueil familial.
Si l'accueil familial n'est pas un des types d'accueil qui nous intéresse ici, ces travaux, comme ceux de Florence Weber, pointent la diversité des liens qui lient l'enfant à ses milieux sociaux. Le lien biologique qui lie l'enfant à ses géniteurs n'est pas un lien forcément immuable. Pour les professionnels, par exemple, la séparation peut avoir des vertus. Corinne, éducatrice de jeunes enfants, m'explique que, je cite, « Le lien, à tout prix, je ne dis pas oui. Parce qu'on a quelquefois des cas où le lien, il est plus destructeur qu'autre chose. Mais pour certains, il est super important. » Théo, âgé de 14 ans, me dit qu'il a déjà fait le choix de couper les ponts avec son père, déçu de son attitude à son regard et des nombreuses promesses qu'il n'a pas tenues. Pour d'autres enfants, les liens aux parents d'origine sont indiscutables. Gaëlle est placée depuis 6 ans, et d'après elle, son lien à sa mère ne peut être rompu, tout comme le lien à son père. Gaëlle a été victime et témoin de violences de la part de son père durant son enfance, mais à ses yeux, cela ne justifie pas une rupture de lien. Gaëlle a, durant son placement, noué des attaches particulières avec son éducatrice référente, Martine, qu'elle considère être comme sa mère. Gaëlle a donc autour d'elle différents liens qu'elle a construits et bien identifiés. C'est aussi le cas d'Inaya, qui identifie et nomme la maîtresse de maison de la Mex où elle est accueillie comme étant « comme ma grand-mère », et qui aussi a éloigné sa mère de son quotidien, tout en vivifiant les liens avec son père. Cela interroge également la question de la supposée bonne distance que les professionnels sont censés conserver avec les enfants desquels ils partagent le quotidien. Une bonne distance difficile à garder, selon Sabrine, éducatrice en maison d'enfants. Une bonne distance qui peut être négative pour les enfants, selon Amanda, éducatrice en maison d'enfants également, d'après qui chaque enfant a besoin d'affection dans son quotidien. Et effectivement, certains des enfants, tels que Inaya, Théo, Lucas et Gaël, nomment et identifient, lorsqu'ils relatent leur propre histoire, ceux qui leur apportent de l'affection au quotidien, ceux qui les ont aidés à avancer, ceux à qui ils ont attribué leur confiance. Pour conclure, on remarque certaines normes mises en avant par les professionnels, reprises dans les propos des parents, pour se les approprier ou pour les contester, qui correspondent en fait à des modèles parfois éloignés de ceux des parents et qui sont relatifs à d'autres milieux sociaux, comme nous l'a expliqué Vanessa. Par exemple, Laetitia cherche à réaliser des loisirs avec Lucas, des sorties au parc ou à la plage, pour passer du bon temps ensemble. Avant, ils ne faisaient jamais ça. Karine et Louise communiquent plus, du moins elles se crient moins dessus, depuis que le placement est fini et que Louise est rentrée à la maison. Philippe, lui, ne comprend pas pourquoi il devrait être plus strict avec son fils. Et enfin, Eric, le père d'Alan, et Célia, sa belle-mère, trouvent qu'il est contraignant de devoir passer autant de temps avec Alan qu'avec sa sœur, comme cela leur est demandé. Le travail avec les familles repose sur un travail, entre autres, sur un travail sur soi, qui vient en quelque sorte indiquer la bonne volonté du parent de s'investir dans le placement et, si l'on inverse la perspective, de ne pas le faire faillir. Et dans un autre temps, ce travail sur soi vient faire du parent un acteur conscient de ses limites et conscient des moyens qu'il doit mettre en œuvre pour les dépasser, pour finalement se construire en tant qu'acteur fiable. Néanmoins, le danger réside dans cet appui du travail sur l'individu, car en le rendant acteur, on le rend responsable. Et surtout, on n'agit pas sur les conditions de vie de l'individu, qui sont pourtant bel et bien fondamentales dans la construction de son identité et de son quotidien. Donc à partir des différents éléments recueillis et décrits ici, on peut apporter quelques pistes de réflexion, 4 en l'occurrence. La première est de promouvoir le développement de formations continues et d'ajuster les formations initiales afin de familiariser les professionnels aux approches de la famille, d'adapter les acquis de formation aux réalités du terrain de manière durable. La seconde serait d'insister sur une harmonisation des pratiques et des postures professionnelles en s'appropriant un référentiel commun
qui prennent en compte la place des parents et puissent les guider dans l'exercice de leur rôle auprès de l'enfant. La troisième piste est celle de développer des lieux d'accueil familiaux dans les structures collectives, afin d'attribuer aux parents, en plus d'une place symbolique, une place physique, et que cela facilite la relation avec les professionnels. La dernière de ces pistes est d'appréhender différemment la relation entre professionnels et enfants, au prisme de cette bonne distance affective que l'on est censé garder, et la création d'une relation de confiance de l'enfant à l'adulte. Merci.